D'abord, merci d'être venu à ce quelques cours que je vais faire sur une chose qui m'a toujours beaucoup préoccupé, qui était avec quoi on fait la musique. Les éléments essentiels de la musique, je m'en suis servi d'un livre que j'avais écrit il y a très longtemps à l'école normale, mais en fait c'est un livre que j'ai édité en 83. C'est une édition à l'époque en catalan et que j'ai fait moi-même tous les exemples à la main. Parce qu'à l'époque, c'était un traité de solfège, introduction aux éléments essentiels de la musique. Et ce traité de solfège, c'est Igor Markevitch qui m'avait beaucoup insisté pour donner de la valeur, du poids au nom de solfège qui était banni, parce qu'il a été d'ailleurs remplacé par une chose qu'on appelle formation musicale. Alors que le mot solfège, d'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient le mot solfège? Si vous pensez bien, sol, fa, misation. Donc, le solfège veut dire donner le nom des notes que nous employons depuis Guido d'Arezzo. Et que, anciennement, ce n'est pas les Allemands ou les Anglais qui ont inventé ABCD, mais en fait on commençait par le La, et donc par A, B, C, D, ça correspond à partir du La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Mais enfin, ça c'est une petite anecdote. En fait, la question importante, c'est de voir quels sont ces éléments. Tout le monde sait que dans la musique, il y a d'une part le rythme et d'autre part, il y a le son. Alors, qu'est-ce que c'est que le rythme? Si nous suivons par exemple Aristote, il dit que le rythme est l'alternance du mouvement. Le mouvement, oui, je pense que c'est très important. Mais je pense qu'il manque quelque chose dans cette définition qui pour moi est essentielle. Et c'est pour moi donc le rythme, un mouvement de tension et de détente. Et ce mouvement de tension et de détente, nous le portons en nous-mêmes, il est dans l'univers, le mouvement de l'eau dans les mers, dans les océans, les marées, c'est les tensions, les détentes qui provoquent les vents. Et dans notre cœur, donc, nous avons la pulsation. La pulsation qui se divise en deux éléments, qui sont systole et diastole. Et il y a une chose très intéressante dans ce principe du rythme qui se divise comme presque toutes les choses en deux. C'est le principe binaire. Le principe binaire du bien et du mal, de l'éternité et du temps, de l'espace et l'infini. Mais dans systole et diastole, quand vous prenez votre pouls, vous entendez la pulsation, pam, pam, pam. Systole et diastole sont deux mouvements à l'intérieur de la pulsation. Nous, on n'entend que poum, 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 plus vite ou plus lent. Mais si on entend le battement du cœur, on verra que ça ne se divise pas d'une façon régulière en deux moitiés, mais un rythme qui l'un est le double de l'autre. Et ce que nous entendons dans le cœur, c'est pom, 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 pom. Donc, dans l'unité de la pulsation, il y a la division par deux éléments, tension
et détente, que nous disons systole et diastole, mais qui en fait crée le système ternaire. Parce que ça fait tam, pam, pam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc, le rythme, c'est le moteur de la musique. On en parlera plus tard, on va essayer de voir comment ça s'organise tout cela. De l'autre côté, nous avons le son. Alors, quels sont les éléments essentiels du son? Donc, nous avons, d'une part, la hauteur du son, le son plus haut, plus grave. Et dans la hauteur du son, il y a aussi la hauteur que nous appelons définie et la hauteur indéfinie. Ce sont des sons à hauteur indéfinie, dont les fréquences sont irrégulières. Alors que le son à hauteur définie sont des fréquences qui sont régulières. Il y a évidemment avec la hauteur du son, disons la couleur de ce son que nous appelons le timbre, qui peut être instrumental, qui peut être humain. Et il y a aussi une autre notion que très souvent on n'en donne qu'une, on parle de l'intensité. Vous savez bien, donc un son peut être ce que nous appelons piano ou forte, avec crescendo, avec diminuendo. Mais on ne parle pas d'un autre élément où on confond les deux et que pour moi sont très différents, ont beaucoup d'importance. C'est d'une part le volume que vous avez écrit dans les appareils de radio, volume, plus fort ou plus bas, et l'intensité. Alors, quelle est la différence entre le volume et l'intensité? En fait, on peut avoir des sons. Si je parle là comme en ce moment, je parle avec un son qui a un volume relativement élevé, mais qui n'a pas beaucoup d'intensité. Par contre, si je parle comme ça, c'est beaucoup moins fort au point de vue volume, mais c'est beaucoup plus fort au point de vue intensité. Et évidemment, dans la musique, ça se traduit. Dans le langage écrit, nous voyons au début, il n'y a aucune différence, mais petit à petit, la notation devient plus précise et il y a des signes comme les accents, comme le sforzando, sont des signes d'intensité du son. Donc on peut, et très souvent, on voit par exemple sforzando, et les gens pensent que sforzando c'est un bon coup que l'on donne, alors qu'il y a des sforzando dans des pianissimo. Donc ce sont des choses qu'il faut voir la différence. Donc c'est ça, tous ces éléments qui font le timbre, la hauteur, définie, indéfinie. Il y a donc le volume, l'intensité, tout ça qui peut s'agrandir, se réduire. Et de cela, il y a évidemment le temps, la succession des sons les uns après l'autre. Et si nous regardons le son lui-même, le son à hauteur définie, qui est la chose qui nous intéresse surtout. Alors, il se passe quelque chose de très mystérieux aussi. C'est que, moi, c'est une question que j'aime poser souvent à mes élèves la première fois. Je leur demande, est-ce que l'octave de Do, c'est le même son ou ce n'est pas le même son? Alors, par exemple, si je vous demande, par exemple, Maria, chantez le même son que moi, Do. On ne sait pas très bien si c'est... Elle n'a pas chanté exactement le même, mais il a voulu faire le même. D'ailleurs, quand on me dit que ce n'est pas le même son, je dis, mais pourquoi on l'appelle du même nom? Alors, il y a un problème ici.
Alors, comment se produit le son? On peut le produire humainement, avec ce qu'on appelle les cordes vocales. Mais prenons un exemple plus simple, une corde. On tire une corde, on l'attache, et ça donne un son. Quand on tend la corde, qu'est-ce que fait le son? Le son monte vers l'aigu. Et quand on détend la corde, le son descend vers le grave. Et alors là, il y a une chose qui m'a beaucoup toujours frappé. Nous disons son aigu et nous disons le son grave. D'où vient le mot grave? Là vient de la gravité, de la gravitation, de la pesanteur. Donc là, nous rejoignons la notion de tension et de détente. Et alors, ceci crée donc cette ambiguïté dans le son et qui donne à l'octave ce que j'appelle l'unité sonore. Et puis on verra comment se divise cette octave. Et voyez par exemple, je joue ce Do. Ça on l'entend un peu mieux. Donc c'est là où on voit que c'est ce que nous appelons l'harmonique. Et là, avec un instrument à cordes, on produit exactement la même chose. Donc, c'est là où on peut dire que, harmoniquement, l'octave de Do est le même son. Et mélodiquement, ce n'est pas le même son. Et je vais vous le faire aussi avec ma voix. Je fais Do. Je n'ai fait aucune tension pour faire l'octave. Mais si je fais Do, Do, j'ai dû faire une tension dans ma voix. Donc j'ai employé le système de tendre la corde pour faire monter le son vers l'aigu. Donc, de là, je déduis que la démarche mélodique, c'est une démarche qui est la démarche de la tension de la corde qui monte et qui descend, et qui monte par ce qu'on pourrait appeler des micro-intervalles, comme un thermomètre qui monte. Nous allons voir une chose, c'est ce que nous appelons les sons harmoniques. C'est-à-dire que quand on produit un son, il n'est pas un seul son. Il produit un certain nombre de harmoniques que j'ai écrits ici. C'est-à-dire que quand je joue ce Do grave, en fait, on entend tout ça. Et regardez, avec la pédale, je maintiens tous les sons. Et l'effet que nous avons en ce moment, c'est le même que si je joue le Do tout seul. Ça veut dire que tous les sons se sont refondus dans le son initial. Alors que si, au lieu de jouer les sons que j'ai écrits ici, j'en joue d'autres, vous aurez droit à une cacophonie permanente. Il n'y a pas de fusion. Alors, ces sons ont été découverts par Pythagore il y a 2500 ans, il y a très longtemps. Mais il ne savait pas l'importance de sa découverte, la portée de sa découverte et jusqu'à où il voyait loin.
Alors, comment est-ce qu'il a procédé? On n'en sait pas. Aujourd'hui, nous avons des appareils qui nous donnent la fréquence des sons. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Il a dû d'abord se rendre compte qu'un son se résonnait à l'octave. Parce que si vous écoutez bien, est-ce que vous entendez seulement le Do? Non. Moi, j'entends aussi. Et encore, on ira plus loin. Et ça coïncide avec une chose, c'est-à-dire que si on prend une corde et on la divise par la moitié, le son qui va se produire, c'est justement l'octave. Et si, par exemple, imaginons que ce Do produit 100 fréquences, 100 vibrations par seconde, eh bien, l'octave en produit le double. Donc, disons 200. Ce n'est pas exactement le nombre ici, hein, mais c'est une supposition. Donc, le double de 2, c'est 4, et on retrouve le Do. Le double de 4 est 8, on retrouve le Do. Et le double de 8 est 16, et on retrouve l'octave. Si on divise la corde, au lieu de la diviser par 2, on la divise par 3, ou on multiplie par 3 le nombre de ces fréquences, eh bien, par 3, nous aurons la quinte. C'est ce qu'on entend ici. Là, vous voyez, tout simplement, et c'est intéressant parce que maintenant ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne le voyez pas de ce côté-là, mais j'enfonce la touche du sol, ce qui libère l'étouffoir qui reste en l'air et laisse résonner la corde. Et par sympathie, cette corde, en jouant le Do, on l'entend. Alors que, au lieu du Do, je vais garder mon sol, je vais jouer un Do dièse. C'est l'octave. La quinte. Alors, évidemment, si l'octave de sol fait 300 vibrations, le sol fait 300 vibrations, l'octave de sol fera le double, donc 600. Ou, si je divise la corde par 6, j'aurai l'octave de ce sol. Et l'octave de sol sera le double de 6, donc 12 sols. Donc, ensuite, si je divise, comme ça, j'ai déjà trouvé les premières harmoniques. 1, 2, 3, 4. Le cinquième harmonique, si je divise la corde par 5, ça va me donner la tierce majeure. Et voilà, on va voir si on l'entend. On l'entend déjà beaucoup moins. Certains pianos ont des résonances et des harmoniques plus claires que d'autres. Mais on arrive à l'entendre. 5, cinquième harmonique, donc la corde divisée par 5 nous donne la tierce majeure, qui se trouve 5 et 5, 10. Et la quinte, donc 3 fois 5, ça fait 15, et on trouve Si, qui est la quinte de Mi. Ensuite, on divise la corde par 7. Et là, c'est très difficile à entendre. C'est celui-là.
Peut-être, je ne pense pas que ça change grand-chose, mais on peut essayer. Merci, Thomas. Il y a certains pianos qu'on arrive à les entendre. C'est celui-là. Et alors naturellement, donc 7 et l'octave de 7, le double de 7 c'est 14, et on retrouve le si bémol. Et d'ailleurs, 3 et 3, 6 l'octave, la quinte de sol est Ré, donc 3 fois 3, 9, nous avons le Ré, et puis pratiquement on a retrouvé tous les sons un peu en faisant ces calculs. Mais la chose la plus étonnante, c'est que nous avons devant les yeux, avec ces petits schémas, un peu l'évolution de la musique jusque presque nos jours. C'est-à-dire que, imaginez un homme qui aimait quelque sons avec sa femme ou avec son enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chanter à l'octave. Et nous sommes donc à l'aube de la musique humainement. Puis, il se perçoit qu'il y a des voix graves et des voix plus aiguës. Et que la différence entre la voix grave et la voix aiguë, c'est justement la quinte. Donc, la même chose. Alors, quand vous entendez une musique comme ça, est-ce que ça vous évoque quelle époque de l'humanité? C'est un peu le Moyen-Âge. Regardez que nous avons eu beaucoup de mal à percevoir sur le piano la tierce. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour que la tierce entre en jeu. C'est-à-dire qu'au début, maintenant, avec la tierce, nous avons ce que nous appelons l'accord. Et ici, dans ce cas, l'accord parfait, parce qu'il est issu des dissonances. Qu'est-ce qui se passe si je fais une succession d'accords? Et à quelle époque vous référez-vous à une musique comme celle-là? C'est la Renaissance. Et alors, il y a une chose très intéressante. C'est ici que nous avons l'arrivée de ce que nous appelons l'accord. L'accord est très important, pas seulement pour accorder le piano, mais c'est que, en fait, nous avons un ordre mélodique qui sort, disons, de ce thermomètre qui monte et sur lequel nous allons essayer de porter un mètre, disons, une gradation. Vous savez que nous parlons de ton. Un ton est ce que nous appelons une seconde majeure. Pourquoi est-ce que c'est le ton qui est l'unité et non pas le demi-ton? C'est le ton. Eh bien, parce qu'en réalité, c'est la conjonction, la première note en montant, sur laquelle le Do va se trouver, c'est le Ré, le ton. Et, une chose intéressante aussi, on nous a appris en théorie musicale
que ce ton, nous le divisons en 9 commas. Évidemment, on peut diviser le ton en quart de ton, en tiers de ton, en 17e de ton, en tout ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que nous l'avons divisé en 9? Eh bien, tout simplement, parce que si je prends une corde et je la divise par 9, j'obtiens le ton. Donc, le ton est le résultat de la division de la corde par 9. Alors, avec la Renaissance, nous avons la formation de déjà quelque chose de nouveau qui est tout le système tonal. On verra pourquoi. Avant, on était sur le système modal. Mais avec l'accord, on entre dans une nouvelle perspective. Mais continuons la description de l'histoire de la musique. Nous avons le 7e harmonique. Et je joue. À quelle époque sommes-nous? Ben là, en plus, c'est Beethoven. C'est la première symphonie. Donc, on a passé déjà un stade beaucoup plus élevé dans l'histoire. On est arrivé à Beethoven. On a même sauté le baroque. C'est-à-dire que le baroque est très important. Sera une autre apportation. D'une part, on va ressentir cette arrivée du classique de Beethoven d'une autre façon, d'une façon mélodique. C'est-à-dire, quand je vous joue ça, vous ne penserez pas que vous êtes chez Bach ou chez Vivaldi. Mais si vous entendez ça, alors là, c'est un choral de Bach. Et il y a ce que nous appelons l'accord de 7e de dominante, mais qui arrive par une voix mélodique. Au lieu de faire ça, on fait... Alors là, ça c'est Bach, ça c'est Vivaldi, mais pas ça. Donc, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de la musique. Allons plus loin. Et on arrive, et là c'est la répétition de Do, la 9e, ce que nous appelons l'accord de 9e. Et je vais m'amuser avec une succession d'accords. À quelle époque sommes-nous? C'est déjà Debussy, l'époque moderne, Gershwin, si vous voulez, enfin, l'époque moderne. Donc, Pythagore, j'ai toujours l'impression de voir Pythagore avec une sorte de casque de sorcier, en regardant une boule, et en regardant, il dit, tiens, ici à Beethoven, ici à Debussy. Donc, en fait, toute l'évolution de la musique s'explique par ça. Seulement maintenant, allons déjà à des choses plus concrètes. Le système modal que nous avons vu au Moyen-Âge se base sur ce que nous appelons ce système modal qui a une caractéristique très particulière. Elle suit, c'est ce que j'appelle l'ordre mélodique. L'attention se fait en montant et la détente en descendant. Et sur quel ordre? Eh bien, sur un ordre qui est très simple.
Il est évident que quand je tends la corde et que je m'arrête pour me mettre à 1 degré sur le ton, c'est comme si j'initie un pas, et normalement, le deuxième pas aura la même largeur que le premier. Je suis à Do, je vais à Ré, et donc je vais à Mi. Et le pas suivant. Alors, il se passe quelque chose, c'est que si je continue avec la même mesure, en fait, avec le même pas, la même largeur de pas, je vais me trouver avec une incommodité, parce que il y a une force d'attraction énorme, qui est l'attraction harmonique, qui est la quinte. Alors, imaginez que sur le sol, il y a un aimant. Donc je marche dessus le Do, je fais Ré, Mi, et quand je vais faire le pas suivant, il y a une attraction qui me fait sauter un peu, parce qu'il y a un aimant qui est la quinte. Alors je reprends mes esprits et je continue avec un pas normal de là. Et quand je vais faire le pas suivant, il y a à nouveau une force d'attraction, un aimant à nouveau qui me fait sauter jusqu'au Do. Et donc, oui, je saute. Et je vous joue. Et je vous demande, ça vous a l'air de quoi comme musique? Musique chinoise. Et ça? Est-ce que c'est chinois? Tu es sur les mêmes intervalles. Ah oui, oui, ce sont les mêmes notes. Mais ce n'est plus du tout la musique chinoise. C'est la musique du Far West. Mais qu'ils ont en commun? C'est ce que nous appelons la musique pentatonique. C'est la première manifestation, disons, musicale, d'organisation mélodique des sons. Et il y a une chose très curieuse, c'est que quand on regarde ces sons-là, qu'est-ce qui manque? Il manque ce qu'on appelait à l'époque le diable, diabolus in musica, le triton. Alors nous avons, et bien, je vais vous dire aussi pourquoi est-ce qu'il y a la musique du Far West et la musique chinoise ou orientale. Ben, tout simplement, ceux qui ont colonisé le Far West étaient en une grande partie des Irlandais. L'Irlande a gardé vivant pendant des siècles son folklore, donc sa musique ancienne, sa musique pentatonique. Et donc, elle l'a apportée à l'autre bout du monde. Mais c'est la musique pentatonique. Et alors, le système modal crée quelque chose de très particulier. C'est que c'est le principe, on fait une tension en montant et une détente en descendant. Alors, avec les mêmes sons, j'ai pris le même son qui était à l'octave. Et du coup, mon centre, ce que j'appelle le sens tonal, c'est-à-dire là où c'est la pesanteur, a changé de note. Avant, était ici. Le mode, disons, de Do. Et là, je descends un cran.
Ou donc, au début, la musique s'organise au niveau mélodique par ce que nous appelons le système modal et pentatonique, avec le principe que ce qui nous donne le repos, donc la détente, c'est toujours la note la plus grave, et c'est normal, c'est le sens de la gravitation, la pesanteur. Alors, il faudra évidemment un certain temps pour que le diable soit accepté, mais il y aura toujours le même principe du modal, c'est-à-dire que la note la plus grave va être toujours celle qui nous donne. Je joue avec les touches blanches, donc si vous voulez, dans notre mentalité, j'allais dire occidentale, mais non, dans notre mentalité tonale, c'est, disons, le mode majeur. Alors, si je fais avec donc les touches blanches en Do, si je vais... Ce n'est plus le Do qui est le repos, mais le La. C'est le Sol, le mode de Sol, ou le Fa. Naturellement, c'est un mode qui est plus rare, mais qui est beau. Et du coup, je vais me permettre une petite touche personnelle. Il y a très longtemps, je voulais faire une suite pour piano, chacune avec un mode. Et j'avais fait avec le mode de Mi, et j'ai fait le mode de Fa. Et je me suis arrêté là, je n'ai pas fait la suite. Et en fait, c'était une danse, et pour faire comprendre que c'est... Et non pas... Voilà, donc c'est le mode de Fa. Donc le principe mélodique est basé sur le principe modal, c'est en descendant. Ce qui fait que même, disons, mentalement, on comptait, non pas comme nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, mais on comptait 1, 2, 3, 4, 5 en descendant. Et c'est assez amusant de voir que le mode de Mi, c'est exactement la même chose que le mode majeur, un ton, un demi-ton, un ton, et un demi-ton. C'est un renversement. Donc dans l'histoire de la musique, on assiste à des renversements, des révolutions, des renversements de situations assez extraordinaires. Comment on va sortir du système modal? Eh bien, en fait, par l'accord. En fait, il se passe une chose, c'est grâce au contrepoint et grâce au diable que on développe le contrepoint et que le contrepoint donne lieu au système tonal. C'est-à-dire que si je fais je suis choqué, il y a le diable. Alors, quand on se trouvait avec ce problème, la meilleure solution était de ne pas bouger.
Et alors ça donnait l'idée que si on ne bougeait pas et l'autre bougeait, on pouvait faire la même chose. Et grâce à ça, on a trouvé la possibilité d'avoir une indépendance et découvrir la tierce. Et alors, avec la tierce, qui arrive ici, nous arrivons à l'époque de la Renaissance, et c'est là où il y a quelque chose de très extraordinaire, c'est un renversement de situation. C'est-à-dire que le système tonal va se baser toujours par le principe de la tension et la détente, mais non pas au niveau mélodique, mais au niveau harmonique. Alors, il s'arrive une chose d'ailleurs qu'on voit très bien. Quand on joue les harmoniques, vous voyez bien que la quinte crée le premier principe de tension et de détente. C'est-à-dire que si je fais un dessin de ce que je viens de jouer, je fais ça. Je parle de 1 et je monte la quinte, je vais à 5. Et naturellement, la détente me ramène ici. Seulement, tension, détente. Et quand je découvre cette harmonique, mais il a fallu des siècles, est-ce que je peux me trouver en détente ici? Ça fait basculer tout. Et la détente sera de descendre la quinte. Donc, et c'est là où, vous voyez, si je dis ici que c'est Do, ça c'est Sol, ça c'est un nouveau Do, et ici c'est Fa. Et avec ça, nous aurons le principe d'une part de la tonalité, et d'autre part, cette chose extraordinaire, c'est de comprendre à trouver toute la quantité de sons infinis qu'il y a d'un son à l'octave. C'est-à-dire de Do à Do, on fait un glissando, et on le divise en combien de sons. Donc j'ai deux façons de m'informer sur tous les sons. Soit par voie mélodique, par le glissando, par la tension de la corde, soit par voie harmonique. C'est-à-dire que un son engendre la quinte. Et c'est de quinte en quinte, c'est ce qui arrive ici. Vous voyez, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Mi dièse et Si dièse. Si dièse qui, en même temps, rejoint le Do. Mais ce n'est pas la même chose. Et c'est une spirale, ce n'est pas un cercle. Mais la spirale nous mène à l'infini. Donc nous pouvons arriver à avoir tous les sons contenus dans l'octave en faisant plusieurs tours, comme ça, ou en faisant le glissando. Donc, par voie mélodique ou par voie harmonique. Et alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est
on sait que le ton, qu'on sait qu'on divise par 9 commas, et que la différence entre le si dièse et le do est d'1 comma. Et ça est créé à l'époque du baroque. Évidemment, on accordait les instruments avec l'oreille par la quinte harmonique. Ce qui faisait que on ne pouvait pas, disons, faire le tour parce que ça sonnait faux. Et il y a une chose que je trouve très curieuse. Je dis, on peut très bien montrer avec un violon la différence entre la dièse et un si bémol. C'est un peu plus haut, un peu plus bas. Mais la chose amusante, c'est qu'on peut même le montrer au piano. Et comment? Le piano, il est accordé par ce que l'on appelle le tempérament, le clavecin bien tempéré. C'est-à-dire que l'accordeur, qu'est-ce qu'il a fait? La quinte, en réalité, pour rejoindre le cercle, au lieu de partir dans l'infini de la spirale, la quinte est un tout petit peu raccourcie. Eh bien, regardez. Je vais jouer le do. Et je maintiens le sol ouvert par l'étouffoir. Évidemment, le sol que vous entendez, ce n'est pas le sol harmonique. C'est le sol tempéré qui a été accordé par l'accordeur, donc un tout petit peu plus bas qu'il faudrait. Alors maintenant, je vais jouer le même do, mais sans enfoncer le sol. Et on va essayer d'écouter la résonance de la quinte de do, qui sera la quinte véritablement harmonique, puisque le sol et tous les autres sont étouffés. Vous entendez le sol? Il est presque, mais il n'est pas exactement. Celui-ci est un poil, un comma plus bas. Un peu plus bas. La différence est tellement petite, heureusement, parce que autrement on deviendrait fou. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des hommes, que nous vivons dans un univers qui est le nôtre, et que si on va vers l'infini, on devient fou. Hein? Donc voilà la question du système tempéré et qui nous donne ça. Et alors, je vais finir, parce que quelques minutes, pour aborder un peu le système tonal, parce que c'est la grande différence, ce qu'apporte la Renaissance. C'est-à-dire que la Renaissance se base sur la quinte, tension, détente. Et naturellement, tension, détente, il manque ça. Et je vais vous montrer pourquoi il manque cette arcade. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai illustré, avec ce dessin, mon livre d'harmonie. Vous le voyez ici. Si je saute, je suis bien obligé de faire ça. Autrement, je me casse les jambes. Donc, je fais un effort pour sauter, mais je dois faire l'inflexion. Et cette inflexion est proportionnée, évidemment, à l'effort que j'ai fait. Donc, nous avons 1, 5, Do, Sol, et le Fa grave, mais peu importe l'octave. Donc, là-dessus,
je superpose l'acquisition de la Renaissance, do, mi, sol, et j'ai dit do, mi, sol. Et ici, sol, si, et ré. Et ici, j'ai fa, la, do. J'organise ça en ordre mélodique. Et qu'est-ce que je trouve? Voilà la tonalité. Et avec ça, nous avons une chose que beaucoup d'entre vous reconnaîtront. Vous savez que la musique que nous employons emploie ce que nous appelons des cadences. Vous savez ce que c'est qu'une demi-cadence? La demi-cadence, c'est le mouvement qui va vers l'attention d'ailleurs. Je m'en souviens qu'il y a quelques années, on définissait une demi-cadence comme un repos sur la dominante. Alors je trouve ça une aberration. Car la dominante, c'est la tension. Alors est-ce qu'on peut se reposer sur une tension? Donc demi-cadence, la voici. Cadence parfaite, la voici. Et puis il y a la cadence plagale qui est ici. Donc ça, dans ce dessin, vous avez l'essentiel. Et si vous voulez, la cadence rompue, qui est au lieu d'aller de 5 de la dominante à la tonique, on va directement ici. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine parce que le temps passe plus vite. Mais avant de nous quitter, si vous avez une question qu'on puisse répondre, donc vous avez la parole. D'abord, on va te féliciter parce que c'est magnifique.